Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 30 novembre 2024 et on vient de terminer une semaine un peu spéciale. Une semaine un peu spéciale parce que finalement les Américains n'étaient pas vraiment là, je vous l'ai assez dit et répété. Mercredi, jeudi, vendredi, c'était un peu compliqué pour eux parce qu'il fallait fêter la dinde, fêter la famille et dire merci à tout le monde. J'en profite d'ailleurs pour vous dire merci à tous d'être toujours et encore là et encore plus nombreux chaque jour pour assister à ces Suisse Bliss, à ces Morning Bull live et à nous rejoindre toujours aussi nombreux sur la chaîne Swissquote en français. Donc merci à tous et aujourd'hui, là tout de suite maintenant, le 30 novembre 2024, on va faire le point sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors même si la semaine a été relativement courte, il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors tout d'abord, bien évidemment, c'était Thanksgiving, on a beaucoup moins travaillé, c'était beaucoup plus calme et les volumes étaient relativement faibles. Par contre, il y a quand même eu pas mal de chiffres économiques, les chiffres économiques qui laissent quand même planer un tout petit peu le doute sur la situation actuelle. À commencer tout de suite par la confiance du consommateur qui est sorti mardi dernier, et qui nous a dit que le consommateur avait extrêmement confiance aux États-Unis. Alors ce qui est formidable, c'est que cette confiance est principalement drivée par l'effet Trump. Aujourd'hui, peu importe ce qui se passe dans l'économie américaine ou même mondiale, peu importe le stress que l'on peut avoir au boulot, peu importe le stress qu'on peut avoir en général, les inquiétudes sur l'avenir, c'est pas grave parce qu'on pense réellement que Trump est la solution, ou en tout cas pourrait être la solution ces prochains temps. Donc il suffirait simplement que Trump nous mette un gouvernement fantastique, qu'il fasse des résultats fantastiques économiquement parlant les premiers mois, et ça va cartonner, et tous les problèmes qu'on pouvait craindre vont s'envoler, vont fondre comme neige au soleil. Donc la confiance du consommateur est à son top parce qu'on a l'espoir que Trump va tout changer. C'est pas tout à fait le même esprit qu'on avait la veille des élections américaines parce qu'on était terrorisé que Trump puisse arriver, mais aujourd'hui on se dit, puisqu'il est là, avec un peu de bol, si ça se trouve, il va faire des trucs absolument fantastiques. L'autre chiffre qui est sorti, enfin c'est pas des chiffres, c'est plutôt le rapport des minutes du FOMC meeting. Alors les minutes du FOMC meeting, c'est autre chose. Alors là par contre c'était clairement brouillard et compagnie. Quand vous regardez un peu ce qu'ils ont écrit, les gars ils savaient vraiment pas quoi faire. Comme je le disais cette semaine, quand ils se sont vus au lendemain des élections américaines et avec la victoire de Trump qui était de loin pas certaine dès les premières heures, tout d'un coup on voit clairement que c'est pas ce qu'ils avaient prévu, donc ils sont dans le flou, ils sont dans le brouillard, ce qui a donc emmené derrière Monsieur Powell à nous sortir des trucs comme quoi finalement il n'y avait pas le feu au lac pour baisser les taux trop vite, parce que c'est vrai, on sait quand même que Trump est un peu inflationniste. Bref, ce qu'il faut retenir des minutes, surtout, c'est qu'ils sont vraiment dans le brouillard, dans le pâté. Ils ne savent pas trop où ils vont aller. C'est pas forcément rassurant, même si aujourd'hui, on a quand même super confiance sur la baisse des taux du mois de décembre. Le troisième chiffre économique qui est sorti, c'est le PIB. Le PIB est sorti parfaitement en ligne par rapport aux attentes. 2,8% de croissance, ça rigole aux États-Unis. Merci l'intelligence artificielle. Mais en fait, on ne s'est pas trop préoccupé du PIB parce que la seule chose qui nous a vraiment intéressé cette semaine et qui, quelque part, pourrait nous faire réfléchir, même si on avait d'autres préoccupations pour la fin de semaine, c'était bien évidemment l'inflation. Donc oui, mercredi, tout le monde a appris et tout le monde a compris que le PCE, ça repart à la hausse pour la première fois depuis février 2022. Non seulement le PCE repart à la hausse, mais en plus il y a le CPI et le PPI qui également sont en hausse. Alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter? On n'en sait rien. La Fed est-elle en train de perdre le contrôle? C'est une question à laquelle on va devoir répondre prochainement. Ça tombe bien parce que Powell va parler la semaine prochaine. On verra ce qu'il a un peu à nous sortir par rapport à cette histoire de taux et ce qu'il pourrait éventuellement nous faire pour essayer de maîtriser l'économie et de ne pas repartir dans une spirale inflationniste qui nous rappellerait un peu ce qu'on a vécu à la fin des années 70. Et puis Trump a également rassuré les marchés avec la nomination de Scott Bessent, qui est un gérant de fonds macro, donc lui il sait de quoi il parle, et ça a plutôt rassuré les gens qui se sont dit finalement avec l'arrivée de Scott Bessent, on n'a pas trop peur d'avoir un espèce de débile mental, il n'y a pas d'autre terme, qui aurait pu faire très très peur à l'économie et faire un peu n'importe quoi. Donc sur ce côté-là, on était rassurés parce que finalement, on avait enfin un professionnel qui connaissait vraiment son sujet, qui arrivait dans le giron de Trump et qui allait reprendre le poste de Madame Yellen. Ça, c'était le point positif de début de semaine qui rassurait quand même grandement l'establishment économique des marchés financiers, pour autant que ça existe. Et puis, bien sûr, droits de douane à toutes les sauces. Trump et les droits de douane, toujours et encore. Cette semaine, le futur président s'est encore fondu d'une nouvelle stratégie sur les droits de douane. Donc, il va imposer
25% sur le Canada, 25% sur le Mexique, tant que le fentanyl rentre aux USA. Au passage, ils rajoutent 10% sur la Chine. Pour l'instant, c'est que des il se pourrait qu'ils fassent éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr. Mais simplement, on sait que cette problématique pourrait à terme impacter clairement les exportateurs canadiens, mexicains, chinois, mais aussi un peu européens. Mais ça pourrait également avoir des conséquences sur l'économie américaine, puisque bien sûr, ce type de sanctions douanières ne vont pas s'arrêter là et il y aura des répliques, que ce soit de la part des Mexicains, des Canadiens ou des Chinois ou même de l'Europe. Enfin, s'ils osent. Parce que là, il y a quand même Mme Lagarde qui a dit cette semaine qu'elle encourageait les Européens à acheter massivement américain pour essayer de les dissuader de ne pas monter les droits de douane. Des fois, on se demande pour qui ils travaillent. Juste pour être complet par rapport à cette histoire de droits de douane, on notera quand même que 43% des importations américaines viennent du Mexique, du Canada et de la Chine, à raison de 15,4 pour le Mexique, 13,6 pour le Canada et 13,9 pour la Chine. Alors la prise de conscience au niveau des droits de douane est surtout en train de se faire en Europe. Par exemple, rien qu'en Allemagne, qui est de loin le plus gros exportateur sur les USA. Alors eux, ils ont bien compris qu'ils étaient les prochains sur la liste. L'Allemagne qui est d'ailleurs en même temps en train de s'enfoncer dans la morosité, la déprime, la confiance du consommateur qui s'effondre, les exportations ont plus mal, le ralentissement économique, le chômage, les licenciements, ça devient très très difficile pour l'Allemagne. On verra tout à l'heure sur les graphiques que ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et donc si l'Allemagne cale et vient à tomber en récession, eh bien ça n'augurerait rien de bon pour le reste de l'Europe, qui perdrait donc du coup la locomotive et qui en plus risque de se prendre les droits de douane de Trump en pleine figure ces prochains temps. Donc Trump reste donc le centre du monde de cette semaine. Mais à la fin, perso, ce qui me préoccupe le plus, c'est que l'inflation semble repartir à la hausse depuis quelques mois, alors que tout le monde parie sur une nouvelle baisse des taux pour le FOMC meeting du 17-18 décembre. Donc, la Fed va baisser les taux pour dynamiser l'économie, alors que Trump va arriver au pouvoir, couper les recettes fiscales, augmenter les salaires, créer des emplois, ce qui va inévitablement pousser encore l'inflation à la hausse. Donc si on se reprend du 3,5% d'inflation en 2025, ça va commencer à faire beaucoup, surtout si on se base sur le fait que depuis 4 ans déjà, les prix sont plus ou moins en hausse de 25% all-in quand on regarde le panier de la ménagère. Depuis le Covid, pour information, le café est en hausse de 250%. Et puis là, ce matin, depuis l'élection de Trump, le café est en hausse de 35% depuis que Trump a été élu. Le cacao est en hausse de 400% depuis le Covid et de 50% depuis Trump. Et les œufs sont en hausse de 100% sur 4 ans. Mais globalement, tout va bien. Tout va bien, bien sûr, mais visiblement, ça pose de problème à personne de savoir que les prix sont en hausse de 25-30% sur 4 ans, que les salaires ont à peine augmenté sur la même période, et je vous parle même pas de l'accès à l'immobilier qui atteint des sommets, sans parler du fait que les loyers prennent l'ascenseur. À la fin, les indices américains, ils sont quand même au plus haut de tous les temps. Et les stratèges prévoient tous quasiment unanimement une année 2025 absolument dithyrambique. Donc en résumé, personne n'a peur et les niveaux de cash sur les comptes des Américains sont au plus bas parce que tout le monde est investi en actions. En revanche, l'épargne des Américains est en train de s'effondrer. On peut d'ailleurs se demander parfois ce qui pourrait bien se passer si on avait un crash boursier puisque toutes les économies américaines sont dans la bourse. Et puis alors, petit chiffre, toujours pour mettre la bonne ambiance, en 2024, l'épargne des Américains était révisée à la baisse de l'ordre de 140 milliards, alors que la dette des ménages a atteint de nouveaux records, on le sait, la dette des ménages américains a atteint le niveau de 17 950 milliards de dollars au niveau du troisième trimestre 2024. Et pour en rajouter, pour mettre une couche de crème fraîche par-dessus, eh bien, la dette des ménages augmente depuis 10 ans consécutivement. Mais rassurez-vous, tout va bien, Madame la Marquise. Et encore, je vous épargne le sujet de la dette du pays en lui-même. Autrement, on notera toujours bien évidemment la thématique de la crypto. Alors là, il n'y a pas grand-chose à dire. On attend simplement le fait qu'un jour, la crypto va passer, le Bitcoin va passer les 100 000 $. La grande question reste de savoir, mais quand va-t-elle le faire? Et ça, c'est une question de jour. Visiblement, ce matin, elle est de nouveau autour des 96-97 000 $. Et puis on est obligé de parler en 2 mots du pétrole. Le pétrole s'est calmé un petit peu parce qu'il y a eu un cessez-le-feu signé entre le Hezbollah et Israël. Et donc dans la suite, on a eu droit à Biden et Macron qui sont venus faire « On a les meilleurs, on a les champions, oui, vive nous !» Et puis derrière, les Israéliens, ils ont déjà violé le cessez-le-feu au sud Liban. Donc on voit que ça a bien servi pendant au moins 24 heures. Du côté de la Suisse, les perspectives à court terme pour la conjoncture sont de plus en plus prudentes. En tout cas, si on se base sur les derniers sondages qui ont été faits selon l'indicateur UBS CFA,
Alors, ils revoient à la hausse leurs prévisions d'inflation pour la Suisse, la zone euro et en particulier les États-Unis. C'est exactement ce qu'on vient de parler, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'être économiste. Et puis, on voit qu'on va vraiment toujours dans la bonne direction, si même en plus les économistes suisses le pensent. Petit détour par les performances de la semaine. Donc, nous avons la Chine qui est en hausse de 1,87%. Le Dow Jones qui est quasiment au plus haut de tous les temps qui prend 1%, le DAX qui est en hausse quand même de 0,5% sur la semaine malgré tout ce qu'on raconte, la Suisse qui baisse de 0,16%, on sent vraiment la dynamique, le Philadelphia Semiconductor Index qui est en baisse de 2%, encore on va y revenir sur le graphique tout à l'heure, et le Bitcoin qui est en baisse de 2,83%, forcément quand on est si proche des plus hauts historiques, et le pétrole qui baisse de 3,76% pour les raisons que je vous ai exprimées tout à l'heure. Si on regarde sur le SMI, les performances du SMI sur la semaine, vous voyez qu'il y a à boire et à manger, Richemont qui reprend 2,24% parce que finalement la Chine semble ne plus vouloir aller plus bas. Vous avez également de l'autre côté Sonova qui traîne toujours un peu la patte avec moins 3,56%, Alcon qui reprend 1,77% et Swiss Re qui continue de bien fonctionner, tout comme la Zurich qui sont d'ailleurs au plus haut de tous les temps, tous les deux. Au niveau des graphiques, bien sûr on attaque avec le S&P 500 qui donc finit sa semaine, enfin il y a encore un peu de trading ce vendredi. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai enregistré la vidéo vendredi matin, mais l'un dans l'autre, on voit quand même que le S&P 500 est au plus haut de tous les temps. On frise les 6000 points. Techniquement, on est toujours dans la tendance haussière. Quand on regarde sur les 20 dernières séances, on est dans une tendance haussière sur le S&P 500. Il n'y a absolument rien à dire. Tout va bien. Vous voyez ce canal très serré, mais qui nous mène à la hausse. Donc, on est toujours dans la cassure de ce triangle ascendant qu'on avait à l'époque, de ce wedge ascendant qui pourrait nous amener de toute façon techniquement au niveau des 6004. Et quand on voit l'engouement dans lequel on est, sachant qu'en plus on arrive sur la période de Noël et qu'on va avoir le Christmas Rally qui devrait commencer incessamment sous peu, eh bien on a l'impression qu'on va finir l'année en fanfare. Le Nasdaq qui lui a de la peine à aller chercher les plus hauts historiques, mais qui reste quand même néanmoins établi dans sa tendance haussière pour l'instant. Vous voyez qu'on est quand même bien dedans. Tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours ici, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire ou de questions à se poser sur le Nasdaq. On est retourné combler le gap qu'on avait laissé l'autre jour, ce qui est bien. Maintenant, on va voir si on arrive à aller rechercher de nouveau ces plus hauts historiques ces prochains temps. Non, pour être très franc avec vous, le seul truc qui me fait un tout petit peu peur et qui me dérange profondément, c'est le Semiconductor Index. Le Semiconductor Index qui, pour l'instant, se traite en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Donc ça, c'est jamais un bon signe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les 3 dernières fois qu'on a fait ça, on a réussi à remonter. Mais là, on revient de nouveau dessous. On est en train d'aller dans une direction qui m'inquiète un tout petit peu. J'aimerais bien que la moyenne mobile des 50 jours ne tourne pas à la baisse, parce que sinon ça deviendrait inquiétant. Alors je reviens toujours pour la 1287e fois pour vous dire que le Semiconductor Index eh bien, est dans une tendance baissière, mais qu'en plus c'est un indicateur avancé. Un indicateur avancé des marchés. On dit toujours que quand le Semiconductor Index va, eh bien tout va. Mais quand le Semiconductor Index ne va pas, eh ben, tout ne va pas bien et c'est un peu la crainte qu'on a en ce moment. Donc vous voyez quand même que sur le point de vue technique, on a cette espèce d'immense triangle qui est en train d'être cassé à la baisse gentiment. C'est pas forcément rassurant. Alors après, on peut essayer de calculer l'amplitude du mouvement. Alors là, ça me paraît tellement énorme parce qu'on a quand même quasiment 1008, quasiment 1400 points d'écart. Ce qui laisserait vouloir dire que si tout d'un coup, demain, on a vraiment une cassure qui se déclenche sur ce graphique-là, ça voudrait dire que potentiellement, on peut aller se faire depuis ces niveaux-là, sur les 5000 et des poussières, se faire 1400 points de baisse, qui nous amènerait quand même jusqu'ici. Mais bon, ça me paraît quand même un tout petit peu tiré par les cheveux. Mais effectivement, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'aujourd'hui, le Semiconductor Index ne va pas. Et c'est quand même un tout petit peu inquiétant. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se péter la figure demain, mais quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, ben je me dis que des fois, on a quand même bien raison de penser ce qu'on pense. De retour en Europe avec le SMI qui enfin nous affiche des intentions optimistes. On voit quand même qu'on est allé chercher les plus bas quasiment au niveau des 11 400. Ça marche quand même pas mal les charts. Des fois, on est venu chercher ces niveaux bas et depuis, on essaie de rebondir un petit peu. Alors, effectivement, les stochastiques vont dans la bonne direction. Les signaux haussiers ont l'air de bien s'aligner pour l'instant. On a toujours cette crainte de voir se croiser les deux moyennes mobiles et de nous faire ce qu'on appelle une dead cross sur le SMI à surveiller. Mais enfin, pour l'instant, à très court terme, ça a l'air d'aller mieux. Mais encore une fois,
sans l'aide de Nestlé, Roche et Novartis, ça va être compliqué de remonter très rapidement au niveau des 12 200 sur l'indice helvétique. Le CAC 40, alors le CAC 40, on est au plus bas des plus bas pour l'instant, enfin j'ai pas au plus bas des plus bas, mais en tout cas on est bien déprimé. La grande question c'est, le budget sera-t-il accepté en France ? S'il est accepté, de toute façon, a priori, c'est un budget de merde. Et puis derrière, mais par contre, ça rassurera les marchés parce que du coup, si Barnier reste en place, eh bien, on conserve une certaine stabilité au niveau du gouvernement et du pays. Pour l'instant, en revanche, si par hasard tout pétait et que le RN et le LFI poussaient Barnier vers la sortie, l'instabilité continuera à mettre la pression sur le CAC 40 qui pourrait aller casser les 7100 et puis qui pourrait s'ouvrir la porte à toutes les fenêtres et aller chercher allègrement les 6788 au plus bas de ces derniers temps. Il y a surtout un manque de confiance au niveau de la dette de la France, puisqu'on a vu que le spread entre l'Allemagne et la France était en train de s'écarter et qu'on était à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis plus de 12 ans. Le DAX, alors le DAX, c'est complètement ahurissant. Le DAX aujourd'hui est toujours dans cette tendance haussière, mais il ne veut pas lâcher. Perso, j'aurais tendance à vouloir essayer de me mettre short au niveau des 19 400 en se disant oui, ça va bien finir à un moment ou à un autre par revenir dans cette tendance baissière. Quand on regarde l'économie, quand on regarde les statistiques économiques, quand on regarde la situation politique, quand on entend ce qu'on entend, moi j'ai de la famille qui est en Allemagne, quand j'entends ce qu'ils nous disent de là-bas, ça fait peur. Et franchement, je ne comprends pas comment le DAX peut être encore aussi haut et aussi fort. L'ambiance licenciement, dépression, plus confiance, c'est absolument frappant. Mais voilà, à surveiller cette tendance baissière. Si le DAX venait à finalement réussir à casser en dessous de la moyenne mobile des 50 jours, on pourrait se dire qu'on ouvre la porte à quelque chose d'important. Perso, je serais plutôt vendeur sur les 19 400. Bon, évidemment, si on les casse rapidement à la hausse en direction 19 450, ça faudra oublier l'histoire. Mais pour l'instant, j'ai un peu l'impression quand même qu'on est en train de surpayer ce que vaut réellement l'économie allemande. Surtout que quand on voit les chiffres qui sortent, je n'arrête pas de le répéter, j'ai quand même l'impression qu'on se dirige plus vers la récession que vers une nouvelle Coupe du Monde pour l'Allemagne. Le pétrole, donc le pétrole, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Le pétrole revient sur les bas du range, donc vous voyez très clairement notre range aujourd'hui, un bas du range dans la zone des 67, haut du range vers la zone des 73. En fonction de ce qui se passe entre l'Iran, l'Israël, le Liban, le Hezbollah, le Hamas et tutti quanti, et bien pour l'instant on est dans cette zone-là où on essaie de trouver notre voie. Le pétrole s'est affaibli la semaine dernière parce qu'on trouvait des solutions entre Israël et le Hezbollah. Comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, eh bien c'est déjà parti en vrille. Donc voilà, pour ce qui est du pétrole, pour l'instant, pas grand-chose à surveiller, mais toute cassure à la baisse pourrait laisser ouvrir un mouvement d'amplitude assez important en direction des 60$ dans un premier temps. Et vice-versa, toute cassure haussière pourrait nous emmener rapidement plus haut. Mais pour avoir une cassure haussière, je pense qu'il faudrait autre chose que quelques menus bombardements. Il faudrait une escalade de la violence dans la région. Et visiblement, là encore une fois, la carte de Trump est là pour nous aider et pour nous sauver, puisque l'arrivée de Trump laisse plutôt parier sur une paix durable dans le monde entier avec flower power un peu partout, plutôt que sur un monde qui se déchirerait dans tous les sens. Affaire à suivre, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fantasmes qui se font sur Monsieur Trump. Mais enfin, pour l'instant, c'est ce qu'on pense de ce côté-là. Le Bitcoin, voilà, ça se passe de commentaires. Je vous montre le chart pour vous montrer le chart. Hein. Vous voyez qu'on a refusé les 100 000 $ en début de semaine et qu'aujourd'hui, eh bien, on oscille entre 95 et 96 000, à savoir, est-ce qu'on va y aller pour ce week-end de Thanksgiving ou est-ce qu'il faudra encore attendre vraiment Noël pour voir les 100 000. Mais dans l'esprit, on a quand même l'impression que on connaît les marchés financiers, on connaît l'engouement sur la crypto en ce moment. On dirait que les 100 000, ils vont être de toute façon touchés cette année parce qu'il faudra le faire. Juste par principe. Et puis, je vous montre encore un dernier chart, celui de MicroStrategy, qui est bien évidemment lié intimement au Bitcoin. MicroStrategy qui, pour l'instant, est en train de consolider au niveau des 388 $. Mais si jamais le Bitcoin venait à réaccélérer à 100 000 et passer la frontière, c'est un des trucs que tout le monde va se jeter dessus parce que c'est visiblement ce qui remplace plus ou moins un ETF leveragé sur le Bitcoin, compte tenu de la stratégie de MSTR qui est simplement j'emprunte de l'argent, j'achète du Bitcoin. Ensuite, avec l'argent, avec le Bitcoin qui monte, j'emprunte de nouveau de l'argent et je recommence pour pousser le Bitcoin encore plus haut. On passe aux vedettes de la semaine et on commence tout de suite avec Pirar Mobility, celui qui fabrique les KTM. Alors, le groupe européen qui est basé en Autriche
qui est la filiale de Pirard Mobility, a annoncé une procédure de restructuration européenne pour assurer sa stabilité future. La marque phare, donc KTM, est actuellement en train de mener des discussions avec ses créanciers et son actionnaire principal, M. Pirard Bajaj. Le titre s'est baladé dans tous les sens durant la semaine et l'annonce de la restructuration a bien aidé, mais 2 jours plus tard, l'annonce d'une éventuelle perte très élevée et d'une restructuration judiciaire n'a pas trop plu. Et le retour aura été quand même ultra violent, comme on peut le voir sur le chart. Alors oui, vous avouerez que c'est pas facile à voir, mais on va zoomer un petit peu. Quand on voit la descente aux enfers du titre par rapport à ses plus hauts récents, en tout cas si on regarde mars 2023 où on se traitait à 85, aujourd'hui on est à 7 balles. On voit que c'est pas vraiment super, mais vous voyez, donc début de semaine, annonce de la restructuration, prix positivement, plus 30%. Ensuite, annonce de la restructuration judiciaire et donc du fait que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, avec une grosse perte derrière, retour à la case départ, et on finit la semaine au plus bas. Bref, pour l'instant, pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'était quand même une des stars de la semaine en termes de volatilité. Puisque l'on parle de volatilité, on parle de Temenos, l'éditeur de logiciels bancaires genevois, aura encore besoin de plusieurs trimestres pour restaurer la confiance dans l'entreprise, mais aussi vis-à-vis des investisseurs, surtout après les attaques du vendeur américain Hindenburg Research qu'ils avaient attaqué. C'est le directeur général Jean-Pierre Brulard qui l'estimait dans un journal cette semaine. Effectivement, quand on voit le graphique, on se dit que c'est pas tout à fait gagné au niveau de la confiance de l'investisseur et de l'entreprise. Voilà, alors vous voyez le graphique, il a aussi ce passe de commentaires, article en début de semaine dans un journal helvétique roman. Vous voyez qu'on est juste revenu sur les plus bas. Donc techniquement, si on y croit encore, c'est des niveaux d'achat. Mais quand on voit le merdier dans lequel ils sont depuis un moment au niveau politico, économico, médiatico, j'aurais quand même quelques doutes. Le seul point positif, c'est que finalement, pour l'instant, les indicateurs sont au plus bas. Et s'il y a un moindre retournement, peut-être qu'il y aura un peu d'espoir. Mais voilà, pour les traders qui ont envie de racheter sur le niveau des 55 pour jouer à un rebond, il y a peut-être un truc à faire. Mais si on casse, attention, parce que ce serait vraiment la première fois qu'on irait s'établir durablement en dessous des 54 francs suisses. Et du côté de chez Roche, le géant pharmaceutique bâlois a conclu un accord pour le rachat du Californien spécialiste dans les thérapies géniques et cellulaires qui s'appelle Poseida Therapeutics. Opération qui devrait être finalisée au premier trimestre 2025 et qui va coûter maximum 1,5 milliard de dollars. Ils ont aussi annoncé dans la foulée l'échec d'une étude clinique qui évaluait la combinaison de 2 de ces médicaments oncologiques, le tiragolumab et le Tecentriq, dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules au stade local avancé ou métastatique. On précise, c'est le NSCLC. Donc du coup, Roche n'a pas fait grand-chose et est relativement en difficulté au niveau du graphique. Alors, vous voyez, il y a des traits partout dans tous les sens et des flèches dans tous les coins. Moi, les derniers points que je regardais qui étaient importants, c'était la zone des 256 francs suisses sur le bon Roche. Aujourd'hui, on se traite en dessous. Alors, cette correction exagérée, entre guillemets, ici, qui s'est déclenchée là, provient de l'histoire de l'arrivée de RFK au niveau de la santé américaine. Donc ça stresse le bon rush. Il faudra surveiller le rebond quand on passera en dessus à la hausse. Enfin, de nouveau, c'est un investissement à long terme et je reste ultra convaincu que les choses vont tourner. Ça prend un peu de temps, il faut être patient, mais en attendant, on encaisse aussi le dividende. Et puis Roche va se reconstruire petit à petit parce que l'oiseau fait son nid. Et puis on parle toujours de Roche, Novartis, Nestlé, je suis désolé, c'est toujours les gros poids de la cote, je suis quand même obligé d'en parler parce qu'il se passe 2-3 petits trucs, et puis c'est vraiment la clé d'un éventuel rebond sur la Suisse. Donc Novartis a reçu une extension d'homologation de la part de la Commission européenne sur le traitement du Kisqali, c'est contre le cancer du sein. Ça augmente considérablement la population de patientes qui pourraient recevoir ce traitement, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis chez Nestlé, Morgan Stanley a relevé la recommandation à equal weight en venant de underweight sur la recommandation de Nestlé. Ils abaissaient par contre l'objectif de cours. L'analyse voit toujours des risques pour 2026 et 2025, mais ils pensent que le marché a intégré quand même le pire, ce qui veut dire que dorénavant, il est prudent mais constructif et Nestlé n'est pas cher. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Nestlé n'est pas cher, mais il ne faut pas attendre grand-chose pour le moment, si ce n'est un rendement du dividende de 3,9%, moins les 35% que vous avez donnés à l'État. Voilà, Novartis, même configuration que le bon Roche, mais beaucoup plus haut quand même. Donc là aussi, la moyenne mobile des 200 jours fera effet de juge de paix ces prochains temps. Surveillez les 94,21 si on arrive à casser ce niveau-là.
on pourra repartir dans quelque chose d'assez constructif. En revanche, en cas d'échec, autant vous dire que ça va se diriger dans une configuration un peu détestable avec le risque de voir arriver une dead cross également, un titre de plus qui va dans cette direction sur le marché suisse. Nestlé, toujours la même histoire, c'est toujours la même eau qui coule chez Nestlé, on est au plus bas des plus bas, vous le voyez, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui on est en train de construire une forme de rebond, mais en tous les cas, on va dire que depuis quelques jours, on voit du vert à la suite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu 3 jours de vert sur Nestlé. Et puis, on a les stochastiques qui sont en train de se montrer un peu plus optimistes. Donc, comme je le disais avant, enfin, comme l'analyse de Morgan Stanley l'exprime également, aujourd'hui, à 76 francs, ça paraît difficile qu'il aille beaucoup, beaucoup plus bas. En attendant, il va falloir se contenter d'encaisser notre dividende chaque année et espérer des jours meilleurs. Et c'est pas avec l'augmentation du prix du cacao que ça va améliorer les choses. Avolta, les duty free. Donc, au webinaire de Swissquote la semaine dernière, on a eu des gens qui ont posé la question sur le sujet qu'est-ce qu'on pensait d'Avolta. Eh bien, ils ont été downgradés par Barclays cette semaine de surpondéré à sous-pondéré et ils ont réduit l'objectif de 45 à 29. Et puis par contre, alors du côté bonne nouvelle, il faut quand même noter qu'ils ont décroché une concession de 18 ans à JFK, à New York, à l'aéroport. Donc les marques Dufry et Hudson vont se partager dès 2026 les 2600 m² de surface à disposition au terminal 6. On n'a pas les détails financiers, mais il reste à plus qu'à que les clients, maintenant, ils aient vraiment envie de faire du shopping, histoire de payer des trucs presque aussi chers qu'en ville, mais en plus, devoir se trimballer dans l'avion et trouver de la place au-dessus de la tête pour les ranger. Du côté du graphique d'Avolta, ça ressemble plus à l'électrocardiogramme d'une personne un peu trop stressée, mais ça ne va nulle part pour l'instant. La seule chose qu'on pourrait essayer d'en tirer dans l'immédiat, c'est de se dire qu'on a peut-être la construction d'un range dans la zone avec des achats dans la zone des 31-32 francs et puis essayer de les revendre si par hasard on est à chercher les 35-36 francs. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui se dessine et la grosse problématique aujourd'hui, ce que je ressentais et ce que je disais d'ailleurs dans le webinaire la semaine dernière, j'ai pas mal voyagé ces temps et j'ai pas mal pris des avions, donc je me suis pas mal retrouvé dans des duty free d'Avolta. Et en fait, on a quand même l'impression que peu importe l'heure à laquelle vous êtes là-bas, c'est toujours relativement vide et les gens hésitent quand même à consommer parce que c'est vrai que les rabais, soi-disant, ne sont pas non plus monstres frappants à mon sens. Donc on sent qu'il y a une espèce de ralentissement là aussi qui explique peut-être que finalement Avolta n'en profite pas tant que ça. Et vous voyez que le downgrade de Barclays qui les ramène avec un objectif à 29 francs à la place de 45. Bon, de toute façon, ça ne change pas grand-chose parce qu'on est déjà pas très loin des 29 francs. En vrac, on retiendra que Kuehne+Nagel a ouvert un site dans le nord de l'Allemagne, à Brême, et ils ont créé 100 emplois. Il y a également le fabricant de boîtiers électroniques, Carlo Gavazzi, qui a fait un premier semestre à peu près pourri. Et puis, grosso modo, ralentissement dans le secteur automobile. Oh, quelle surprise! Et plus particulièrement sur le marché européen. Oh, quelle surprise! Et particulièrement sur la recharge de véhicules électriques. Oh, quelle surprise encore! Bref, ils sont en train de mettre des nouvelles mesures d'économie en place. Et puis, Idorsia est entré en négociation exclusive, les négociations, pour les droits mondiaux de son traitement sur l'hypertension. La Pro-6 entame, qui est homologuée sous les marques du Trivio aux États-Unis et au GRAIGO en Europe. Alors, je ne vous montre pas les charts de ces trois-là. De toute façon, ça n'apporterait pas grand-chose. Mais pour ce qui est de la semaine à venir, par contre, eh bien, c'est à nouveau un nouveau mois qui commence. Et oui, début décembre, on attaque la période de Noël avec une avalanche de PMI et d'ISM dans tous les sens. Et puis, on aura Powell qui viendra parler mercredi soir pour nous dire on ne sait pas trop quoi, si ce n'est qu'il est totalement dans le brouillard. Et puis, vendredi prochain, on nous publiera les chiffres des non-farm payrolls qui seront un sketch digne des meilleurs Benny Hill de l'époque, histoire de nous dire que l'emploi, c'est génial, mais qu'on révise quand même les 22 derniers mois à la baisse de 2 millions d'emplois. Mais bon, d'accord, j'exagère un poil, mais on aura le temps d'en reparler. Donc en gros, voilà ce que l'on pouvait dire sur les marchés cette semaine, des marchés qui ont été tronqués, un marché américain relativement absent, pas mal de doutes sur l'inflation, pas mal de doutes sur l'avenir de ce que va faire la Fed, pas mal de doutes sur l'économie européenne aussi, mais pour l'instant, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les États-Unis sont au plus haut de tous les temps, et on y croit à fond, parce que Trump, c'est probablement le Messie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et surtout, de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez un excellent week-end et je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine parce qu'il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'on va se marrer au mois de décembre. Allez, bonne journée à tous
Bye bye.